Bonsoir à tous et toutes. Merci d'être là, d'avoir rejoint cette nouvelle masterclass sur un thème. Disons que la culpabilité, c'est un thème fort connu, mais de faire le lien avec les 6 crimes imaginaires, c'est un peu moins connu. Voilà, donc, j'ai quelques questions à vous poser. Vous pouvez faire une petite introspection. Avez-vous parfois ou souvent le sentiment d'être responsable du bonheur de vos proches, c'est-à-dire de la personne avec qui vous vivez en couple, de vos enfants ou de vos parents, de frères et sœurs, vraiment des personnes très très proches, parfois des amis aussi. Avez-vous déjà ressenti aussi que vous portiez beaucoup sur vos épaules, beaucoup de responsabilités, beaucoup de tracas, de soucis liés au bien-être des personnes que vous aimez? Et avez-vous parfois ressenti que vos parents vous donnaient plus de pouvoir que vous en aviez sur leur bonheur? Voilà, ce soir au programme, nous allons déjà découvrir l'histoire de Steve et de Sarah. Tout cela va m'amener à vous présenter les 6 crimes imaginaires, les 3 lois systémiques en lien avec ces crimes imaginaires. Nous verrons les émotions primaires et secondaires, les injonctions contradictoires. Nous verrons le triangle dramatique, les phrases libératrices, etc., etc. Le programme est bien chargé pour ce soir. Alors, comme vous le savez pour certaines d'entre vous, eh bien, je suis Oriane Gourmand et ça fait plus de 20 ans maintenant que j'exerce en tant que facilitatrice systémique. En 2018, j'ai créé l'Académie du coaching relationnel systémique que j'ai rebaptisée il y a plus d'un an la PAX Academy, qui veut dire l'Académie de la paix. Que souvent on me demande, mais PAX, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça vient du latin, la paix. Voilà. Alors, il faut savoir que les masterclass sont toujours suivis d'ateliers pratiques. Et l'atelier qui va avec cette masterclass d'aujourd'hui aura lieu le lundi 10 mars de 18h30 à 21h30 et on constellera autour de la culpabilité et de ces 6 crimes imaginaires. Alors, tout a commencé un jour il y a plus de 20 ans, je crois même 30 ans. Euh, Ce livre m'est tombé dans les mains. J'étais passée par une librairie et j'ai vu ce livre, mais dans sa version française. Depuis, je me le suis fait voler justement et je l'ai recommandé. Je l'ai acheté en anglais puisque finalement il a été écrit en anglais, en américain par 2 auteurs, Lewis Engel et Tom Ferguson, qui sont tous les deux des spécialistes de la culpabilité, aussi des comportements psychologiques. Voilà, ils sont consacrés, je dirais, toute leur vie à ce sujet. Alors, on va commencer par une histoire. Je crois que tout le monde aime les histoires. Et je vais vous parler de Steve. Steve, c'est un jeune homme, on va dire un adulte déjà de 39 ans, et c'est le modèle de gars que toutes les mamans aimeraient pour leur fille. Pourquoi? Parce qu'il est super bien éduqué, c'est un chirurgien, il est américain avec un nom comme ça, vous vous en doutez un petit peu, et il a un style de vie vraiment super, il passe ses vacances d'été sur son voilier et ses vacances d'hiver dans les Rocheuses à skier. Mais en plus, il a une magnifique maison, vu qu'il gagne bien sa vie, et tout le confort qu'il faut. Et vous savez quoi? Malgré tout ça, eh bien, malgré cette vie qui semble parfaite, parce qu'en plus, il est toujours entouré par de belles jeunes femmes, eh bien, il se sent terriblement malheureux, parce qu'il aimerait fonder une famille et il n'y arrive pas. Et comme je vous le disais, il est entouré de belles jeunes femmes, et oui, il a des beaux partis qui ne manquent pas de tourner autour de lui. Et ce qui se passe, c'est que chaque fois, ses petites amies le trouvent pourtant charmant, agréable, elles se sentent écoutées par lui, mais il y a quelque chose qui se produit après quelques mois.
Eh bien, la relation, eh bien, s'effrite et c'est la séparation. Parce que ce qui se passe, c'est que Steve, excusez-moi, Steve se sent coincé, prisonnier de la relation et il ne peut s'empêcher de fuir. Mais alors que s'est-il passé pour qu'il en arrive à ça? Et oui, Steve est l'aîné de sa fratrie et son père était aussi médecin, mais un médecin qui n'était pas très bien dans sa peau, qui était alcoolique. Et cet alcoolisme l'a complètement rongé, ce qui fait que quand Steve a eu 11 ans, eh bien, il s'est retrouvé orphelin de père et il s'est retrouvé avec sa maman et deux autres frères et sœurs. Et Steve, déjà tout jeune, à 11 ans, eh bien, il s'est très vite senti responsable de sa maman. Et pour aider sa maman, qui se reposait fort sur lui et qui le considérait aussi comme son garçon préféré, eh bien, il est devenu un enfant modèle. Et oui, il ne voulait pas accabler sa maman avec encore plus de soucis. Et de plus, elle était assez exigeante avec lui. Et si jamais il avait le malheur de sortir un petit peu des rails, eh bien, elle entrait dans des crises de larmes épouvantables si, par malheur, tout ne continuait pas comme elle aurait voulu que cela continue. Et cela aussi a eu un impact sur Steve qui, très rapidement, a vu que s'il ne se comportait pas bien, sa maman, eh bien, entrait en dépression, elle entrait dans des états apocalyptiques et bah, forcément, il s'en voulait et il essayait de rattraper tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il rencontre ses copines, ses amoureuses? Eh bien, très très vite, il fait la même chose qu'avec sa maman. Il fait tout pour être le gars le plus sympa, le mec le plus parfait. Et les femmes qui rencontrent bah, se disent, waouh, le mec, il est trop génial, toujours aux petits soins, il devine ce que j'ai envie. Waouh, magnifique. Mais pour Steve, c'était vraiment trop lourd, trop fatigant. Donc très rapidement dans ses relations, il va, il va se retirer, je dirais, d'abord émotionnellement, mentalement et même physiquement, puisque il va se refuser très très rapidement quand ses copines veulent faire l'amour avec lui ou quand elles veulent le voir, il va trouver qu'il a besoin d'être avec lui-même, d'être seul. Et également, quand elle se confie à lui, il trouve que c'est beaucoup. Pour lui, ça l'épuise. Et au plus, sa relation avec bah, la copine se construit, eh bien, ce sentiment d'être prisonnier grandit. Et c'est ça qui fait qu'à chaque fois, il s'enfuit. Et Steve, en fait, euh, croit au fond de lui que s'il avait été un meilleur enfant avec son père, ben celui-ci n'aurait pas bu et ne serait pas décédé. Donc il se sent en quelque sorte responsable du décès de son papa. S'il a toujours fait son maximum pour aider sa maman à faire le ménage, à s'occuper de ses frères et aussi, le fait de s'être senti être le préféré de sa maman, eh bien, ça lui a toujours donné une sensation un peu d'injustice. Voilà, donc peut-être que dans votre entourage, vous connaissez des personnes qui ressemblent à Steve, ou peut-être pas. Voilà, voilà, voilà. Il se sent coupable de faire mieux aussi que son père et son frère, qui bah, lui-même est devenu aussi alcoolique. Et puis, il a aussi le sentiment, Steve, que s'il s'impliquait dans une relation amoureuse à 100%, eh bien, il abandonnerait sa mère, ce qui n'est pas acceptable pour lui. Et il ressent être un poids pour sa mère, qui est dépassée par sa situation, alors qu'il ne vit plus avec elle, hein, mais voilà, c'est important qu'il soit toujours là pour elle. Et le fait d'avoir été le préféré lui a donné le sentiment de voler l'amour à ses frères. Mais bon, je vais aussi vous parler de Sarah, une autre jeune femme, aussi dans la même tranche d'âge. Elle a 32 ans. Et Sarah, malgré que c'est une jeune femme brillante, très intelligente, ambitieuse, et qu'elle a réussi à obtenir une place dans un cabinet d'avocats,
plutôt réputée, elle se voit procrastiner, faire des erreurs répétées. Et quand elle va plaider, eh bien, elle n'est que rarement bien préparée. Donc, ben, forcément, elle perd ses procès et bah, ses responsables ne sont pas très contents de ses résultats. Les années passent et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Sarah commence à avoir aussi des attaques de panique, rien qu'à l'idée de devoir aller se présenter au travail, au tribunal. Et finalement, le jour vient où elle risque de perdre son emploi. Le plus difficile, c'est que dans sa vie privée, c'est aussi difficile, c'est aussi le fiasco. Son mari doit souvent se déplacer et elle reste parfois plusieurs semaines seule. Et cela lui donne un sentiment de frustration. Le fait de se retrouver seule comme ça, loin de son mari, l'amène aussi à s'imaginer le pire parce qu'elle n'a pas tellement confiance en elle. Elle croit que son mari a des aventures. Mais là aussi, on va se poser la question, que s'est-il passé dans l'enfance de Sarah? Eh bien, sa propre mère avait renoncé à une carrière prometteuse, également d'avocate, hein, c'est toujours étonnant, mais voilà, c'est pas d'office les mêmes métiers que les parents, mais c'est intéressant. Et donc, sa maman a renoncé à cette carrière d'avocate pour se consacrer à sa famille et soutenir son mari qui était politicien. Et un peu comme le mari de Sarah, le papa de Sarah, eh bien, était souvent en déplacement et sa maman se sentait aussi fort seule, abandonnée et avait pris sa fille, Sarah, comme confidente. Et voilà qu'en thérapie, Sarah réalise qu'elle reproduit le même modèle que sa mère en se mariant à un homme souvent parti et qu'elle rejoue aussi bah, les scénarios qu'elle a vus se dérouler devant elle pendant son enfance. Et elle comprend aussi qu'elle s'auto-sabote en procrastinant, en faisant des erreurs, comme si elle ne pouvait pas s'autoriser à avoir une meilleure vie que sa mère. Comme si réussir aurait été un abandon de sa maman. Alors, elle décide avec son mari, grâce à la thérapie, bah, de ne plus l'accuser de la tromper. Mais finalement, que se passe-t-il? Le problème n'est pas que chez elle. Son mari a aussi une problématique, c'est la peur de l'intimité, de la proximité. Et malgré plusieurs possibilités de faire des thérapies de couple, eh bien, il a décidé de ne pas faire le pas et Sarah a pris la décision de divorcer. Alors là, peut-être que ça vous fait penser ben, à quelqu'un que vous connaissez, une cliente, ou même à un client. En tout cas, Sarah, en s'identifiant à sa mère, a pris sur elle le malheur de sa mère. Et également, elle est une enfant très loyale et donc elle a imité les comportements de sa mère. Et elle a ressenti de la culpabilité en elle à juger sa mère pathétique. Et tout cela l'a amené à se punir d'une certaine façon inconsciemment. Elle a aussi accepté les critiques de sa mère pour ne pas perdre le lien et s'est comportée de manière à ne pas la contredire parce que bon, sa maman, voyant qu'elle n'arrivait pas à évoluer dans sa carrière et que bon, son couple battait de l'aile, ben, elle n'a pas hésité à faire ses remarques, parfois de manière acerbe. Alors là, de quoi parle-t-on? Ben, d'un scénario de vie qui se base sur l'observation, sur l'interprétation. L'enfant observe ce qui se passe et puis, comme il ne comprend pas tous les enjeux qui se passent entre les parents et leur vie professionnelle, sociale, avec leurs propres parents, les grands-parents, eh bien, ils se mettent à se raconter des histoires. C'est le fameux storytelling. Et puis, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous qui me suivez et qui connaissez les constellations familiales, ben, il y a de la loyauté vis-à-vis des parents, vis-à-vis de la famille. Et c'est comme ça que ça amène aussi à reproduire des schémas auxquels on est habitué, hein. C'est un peu une zone de confort, même si cette zone de confort est inconfortable.
Alors, il y a des injonctions contradictoires qui sont puissantes, des interdits qui vont avec des permissions, du style ne grandis pas, ne prends pas de responsabilité, ne remets pas en question ce que les aînés ou les parents te disent. Et en même temps, c'est même plus qu'une permission, c'est une injonction, c'est deviens un adulte, prends des responsabilités, remets-toi en question. Ou bien un autre interdit n'existe pas. Sois comme nous, ne fais pas l'important, ne prends pas de pouvoir. On peut aller même plus loin, ne quitte pas notre classe sociale, fais le même métier que ton père ou ta mère. Et puis, de l'autre côté, allez, vas-y, ose, sois toi-même, sois au service, impose-toi, existe. Et la personne, l'enfant, et puis le jeune adulte est tiraillé entre ces injonctions et ces interdits. L'interdit, c'est ne délègue rien, méfie-toi des autres, ne fais confiance qu'à toi-même, débrouille-toi par toi, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, enfin, ce genre de choses. Et puis, allez, fais-toi aider, sois proche des autres, implique-toi. Ou bien, ne sois pas comme ton père, ne sois pas comme ta mère. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Oh, tu me fais penser tellement à ton père, mais pas d'une manière positive, d'une manière négative. Tu me fais tellement penser à ta mère. Et puis, sois comme un homme si tu es une fille, hein, par exemple, ou comme une femme si tu es un garçon, confusion. Et puis, de l'autre côté, allez, sois comme ton père, sois comme ta mère, sois de ton genre, sois vraiment un homme, sois vraiment une femme, si tu es un homme ou si tu es une femme. Également, sois sérieux, sérieuse, ne t'amuse pas, la vie n'est pas drôle, la vie est un combat, etc. Et puis, sois drôle, amuse-toi, la vie est trop courte, la vie est un jeu. Il y a de quoi en perdre la tête. Ne deviens pas comme ton père ou comme ta mère. Deviens comme moi, ta mère. Deviens comme moi, ton père. Ou deviens-toi. C'est quelques injonctions que l'on peut voir. Alors, bon, j'en avais déjà parlé dans une autre masterclass, c'est cette transmission de dettes. Et oui, dans nos familles, nous nous transmettons des dettes. Et pas des dettes financières, il faut savoir. C'est des dettes émotionnelles. Ce qui se passe quand les parents sont en conflit, qu'ils se sont divorcés, il y en a de plus en plus, eh bien, on rejette la faute sur l'autre et on associe l'enfant à ça, mais l'enfant aussi prend sur lui et pense que s'il avait été un meilleur enfant, ses parents ne se seraient peut-être pas séparés, ou s'il ne ressemblait pas tant à son père, sa mère l'aimerait mieux, ou s'il ne ressemblait pas tant à sa mère, son père l'apprécierait plus, etc., etc. Également, j'expliquais ça, j'ai oublié son nom, c'est un nom assez compliqué. C'est Bozo Nagy qui a créé la thérapie contextuelle. Il passe énormément de son enseignement autour justement de cette loi du donner et du recevoir. Il la présente justement d'une autre manière, mais c'est assez intéressant. Et il explique que nous faisons les comptes tout le temps. Dans une famille même, ça a été observé, les schizophrènes, les personnes qui ont des problèmes psychiatriques, savent toujours qui leur a donné du temps, de la présence, même de l'argent, qui les a aidés, et ceux qui ne l'ont pas fait, et donc à qui ils doivent quelque chose en retour. Et donc on a comme un grand livre des comptes en nous, et nous avons mémorisé tout cela, et surtout par rapport à nos parents, toutes les fois où nos parents ne nous ont pas apporté l'attention qu'on aurait voulu, la reconnaissance qu'on aurait voulu recevoir, l'amour, l'appréciation, le temps, la tendresse, etc., etc., eh bien, il y a comme une comptabilité qui se fait et nous allons voir par la suite. Ce qui se passe, c'est que la plupart des enfants ne vont pas réclamer leur dû auprès de leurs parents. Ça ne se fait pas, quelque part. Mais alors, que faire avec cette dette? On nous doit quelque chose. Eh bien, soit on prend sur soi, et cela nous permet de nous grandir devant nos parents. Ça nous donne ce sentiment d'être plus grand que nos parents et de pouvoir les critiquer, les juger,
Et bien entendu, je ne suis pas encore arrivée au ces crimes imaginaires, mais je vais y arriver. C'est une préparation parce que c'est ça qui va être, on va dire, le terreau de ces fameux crimes imaginaires. C'est le fait que nous nous tenons trop grands vis-à-vis de nos parents et c'est en lien avec ce sentiment qu'ils nous doivent des choses qu'ils ne nous ont pas données et que nous sommes en droit de recevoir, nous sommes en droit de les obtenir. Et si nous ne pouvons pas les obtenir de nos parents, nous allons essayer de les satisfaire nous-mêmes, mais c'est très difficile. Et donc, il va y avoir un prix à payer, celui de la culpabilité, mais surtout, on va attendre tout cela de nos conjoints ou de nos enfants. Nous allons attendre le rééquilibrage de ces dettes émotionnelles avec nos proches, les plus proches, comme je le disais, que ce soit nos conjoints ou nos enfants. Et il y a effectivement cette culpabilité qui se met en place très 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 tôt et c'est ça qui était un peu le but de cette masterclass, c'est finalement qu'est-ce que la culpabilité? On en parle souvent. Moi, je dois dire que personnellement, j'en ai souffert pendant des années et il m'a fallu, on va dire, plus de 15-20 ans pour me débarrasser d'une partie de cette culpabilité. Et cette culpabilité, eh bien, c'est le revers de la médaille de la toute-puissance. Et oui, c'est ce qui se passe avec les enfants quand on leur fait croire que nos enfants, enfin les enfants peuvent rendre heureux leurs parents ou malheureux. Les rendre heureux en ayant des bons résultats à l'école, en se comportant d'une manière sympa, un peu comme notre jeune homme là, Steve, qui se met en quatre pour aider sa maman, et puis il fait une toute petite bêtise, et sa maman sombre dans une crise de larmes qui dure une journée, et il est complètement tétanisé par ça. Et il se dit, ah là là, si je m'étais comporté autrement, ça ne serait pas arrivé. C'est ce qui se dit d'ailleurs par rapport à son père. S'il avait été un meilleur garçon, il aurait pu sauver son père, l'empêcher d'être alcoolique et de mourir d'une cirrhose du foie. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque je me sens coupable, eh bien, il y a une partie de mon être qui est convaincue que j'aurais pu prévoir et j'aurais dû prévoir, anticiper, imaginer que cela allait arriver. Et donc, eh oui, c'est comme si nous devenions le centre du monde et que aurions à notre disposition un outil un peu comme cette boule de cristal qui nous permette de voir tout ce qui peut arriver ou ne pas arriver à nos proches. Et cette toute-puissance, c'est le besoin de contrôler, de faire le bonheur de ceux qui nous entourent, d'être indispensable. Et oui, les mamans trop protectrices, les papas trop protecteurs, eh bien, c'est ce qui se passe. Ils se sentent indispensables. Ils doivent tout le temps être derrière leurs enfants, un peu comme ces petites marionnettes ici avec le monsieur. Ils dirigent tout parce que s'ils ne contrôlent pas, eh bien, il y a énormément de choses qui leur échappent. Alors, il faut savoir que derrière ce désir de faire le bonheur se cache la peur, la tristesse. Et je vais faire un petit rappel à propos des émotions. Je sais qu'il y en a qui ont déjà entendu, mais c'est sans fin et c'est important de revenir et revenir et revenir sur ces thèmes-là. Et donc, il y a deux types d'émotions, on peut déjà dire, les émotions primaires et les émotions secondaires. Les émotions primaires, c'est un peu comme les peintures, la couleur, les couleurs primaires. C'est vraiment des émotions fondamentales, de base. Et on dit qu'il y en a quatre, peut-être six. Tout ça dépend un peu je dirais des approches, mais en tout cas, moi, pour moi, il y en a quatre, ça c'est sûr. La première, c'est la peur. Et la peur, cette émotion, signale un besoin de sécurité et d'être rassuré. Et oui, parce que la plupart du temps, et j'ai encore eu dernièrement une cliente qui ne comprenait pas vraiment pourquoi quand elle criait une bonne fois, le problème n'était pas résolu
Donc quand elle exprimait son émotion, que la partageait avec son entourage, que son entourage entendait son émotion, eh ben, elle était toute surprise que le problème n'était pas résolu parce que l'émotion, quelle qu'elle soit, signale un besoin qui doit être pris en charge par la personne qui ressent l'émotion. C'est un peu comme un voyant lumineux sur le tableau bord de la voiture. Alors ici, c'est des petits rappels. La colère, eh bien, c'est le besoin de contrôler, de maîtriser. Il y en a qui diront, c'est le besoin de se faire respecter. C'est la même chose. C'est le besoin d'établir son territoire. C'est le besoin, et bien sûr, bah, de contrôler son espace, son intégrité. Et quand on ne peut pas le faire, eh bien, la colère se met en place. Après, ça peut être en lien avec le sentiment d'injustice. Si nous assistons à une injustice, nous pouvons sentir que nous ne contrôlons pas cette situation et que une injustice est en train de se réaliser, de se vivre sous nos yeux et que nous n'avons pas les moyens de maîtriser cela. Et donc, c'est un sentiment d'impuissance qui est à l'origine de la colère. Alors, il y a la tristesse. La tristesse, eh bien, c'est une émotion qui est pas très facile à comprendre. C'est le besoin de temps, le besoin d'intégrer une situation qui se termine. Généralement, ça peut être une relation qui se termine, un déménagement et donc on quitte un lieu. Ça peut être une époque de sa vie. Voilà, j'entendais là, une de mes connaissances qui disait, ah, dans quelques semaines, je fête mes 30 ans. Oh, ça me fait, ça m'inquiète, etc. Et oui, parce que c'est le passage vers une autre saison de la vie. Et c'est vrai, comme sur l'année, nous avons le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et chaque saison a sa beauté. Et puis quand c'est fini, le printemps, ben, c'est fini, on voit plus les crocus germer, mais on va voir le potager qui va produire de magnifiques tomates et de magnifiques courgettes. Et on a besoin d'intégrer cette information, de la digérer, de l'accepter. Et accepter, ça veut dire faire avec, non pas approuver, parce que le mot accepter est très souvent mal compris, mal interprété. Et donc, il y a une quatrième émotion qui est la joie. Et la joie, elle signale le besoin de partager. Quand on a une bonne nouvelle, eh bien oui, on peut fêter ça tout seul, mais c'est tellement plus chouette de pouvoir faire la fête avec d'autres personnes, de célébrer, de chanter, de danser cette bonne nouvelle. Et donc, il y en a qui divisent les émotions ici en émotions négatives ou positives, mais en fait, elles sont ni négatives ni positives. Elles sont que des indicateurs de besoin à, je dirais, assumer, prendre soin, prendre la responsabilité de prendre soin de ses besoins. Et il faut savoir que très peu de gens savent que quand ils ressentent la peur, ah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour me rassurer dans cette situation? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'apporter la sécurité? Euh, Quand la personne sent de la colère, ben, c'est très rare de se dire je vais respirer quelques fois, faire un petit tour et essayer de voir, mais finalement, qu'est-ce que je ne contrôle pas ici dans cette situation? Et qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'individu pour retrouver le contrôle? Et bien entendu, on n'a pas le contrôle sur les autres personnes, on n'a pas le contrôle sur le climat, l'économie, la politique. Les décisions des gens qui nous gouvernent, mais on a le contrôle sur notre vie et c'est déjà énorme. Même chose pour la tristesse. Qu'est-ce que je me sens triste? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin du besoin d'accepter? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Qu'est-ce qui est difficile pour moi d'intégrer? Bah, si j'ai perdu quelqu'un qui m'est cher, bah, c'est difficile à accepter, surtout si cette personne était jeune, si cette personne, bah, il n'y avait aucune raison que cette personne soit dans un état de maladie grave ou qu'elle décède. Et donc, ça demande du temps. C'est pour ça que j'ai ajouté aussi le mot temps, ce besoin-là. Et pour la joie, bah, voilà, on l'a dit, hein, besoin de faire la fête.
Comment est-ce que je peux faire la fête? Alors, il y a les émotions secondaires. Il y en a toute une liste. Ils avaient rajouté, parce que j'ai fait quelques recherches, la honte, mais la honte n'est pas une émotion, c'est un sentiment qui est intellectuel. Donc voilà, c'est différentes sortes d'émotions secondaires. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Par contre, je vais attirer l'attention sur la fameuse culpabilité, qui est un mélange de peur et de colère. Et oui, je suis dans la peur de ne pas y arriver, de perdre peut-être quelque chose auquel je tiens, et je me sens en colère, impuissante. Je ne contrôle pas cette situation et je veux absolument maîtriser, contrôler pour ne pas sentir cette peur, et c'est comme ça que je vais sentir la culpabilité. Je reviens aussi avec le fameux triangle dramatique. Donc, ce triangle dramatique, pour moi, c'est, je pense, une des plus grandes trouvailles qui a été faite par Stephen Karpman, qui travaille avec Eric Berne en analyse transactionnelle. Pour moi, c'est une des plus grandes découvertes dans la compréhension des mécanismes que les êtres humains vivent dans leurs relations avec eux-mêmes, avec les autres, avec l'environnement, avec le monde. Et donc, quand on est dans le triangle dramatique, on est dans des jeux relationnels, des jeux de rôle. Soit c'est le persécuteur qui va avec la colère, la victime va avec la peur, donc elle se sent menacée, elle ne se sent pas protégée. Le persécuteur souhaite contrôler, mais comme il contrôle de trop, c'est comme les parents trop sévères, trop exigeants, eh bien, euh, ils peuvent être vécus comme des parents despotiques, contrôlants, et c'est la colère quelque part qui les mène parce qu'ils essayent de maîtriser la situation, et leur enfant, ben, c'est pas évident de maîtriser les enfants qui vont dans tous les sens. Et le sauveur, eh bien, lui, c'est avec la tristesse qui fait que c'est tellement difficile de voir une situation à l'extérieur de lui qui le rend triste, et il veut absolument aider cette personne pour ne plus qu'il ne se sente plus triste. Donc là, c'est dans des relations autres, mais on peut avoir ces comportements avec nous-mêmes. Et est-ce que ce sont des mauvais comportements? Pensez à ça. Est-ce que ce sont de mauvais comportements? Non. C'est juste des mécanismes de survie qui ont fait que notre humanité est encore vivante aujourd'hui, et qu'elle a pu réussir à se reproduire d'ailleurs au point que nous sommes, je ne sais plus, 6 milliards d'habitants, quelque chose d'incroyable. Et voilà. Mais il faut savoir que c'est le cerveau reptilien et le cerveau limbique qui dirigent les comportements. Il n'y a pas de choix là-dedans, c'est automatique. Ce sont des réactions. Il n'y a pas de créativité à ce niveau-là. Le cerveau utilise des mécanismes qui ont assuré la survie dans le passé ou même chez nos ancêtres, et il l'applique à nouveau sans fin les mêmes stratégies. Alors, je ne m'attarde pas trop parce que j'ai déjà consacré une masterclass uniquement sur ce sujet, donc je fais que effleurer. Et donc, il y a l'autre côté du triangle dramatique qui a été découvert presque 30 ans plus tard. Et ça aussi, c'est interpellant parce que il a fallu d'abord intégrer tous ces jeux relationnels qui aussi se retrouve beaucoup en, en analyse transactionnelle avec le parent permissif, le parent contrôlant, l'adulte, l'enfant libre, l'enfant soumis. Tout ça est en lien aussi avec ce triangle dramatique. Et quand on va de l'autre côté du triangle, moi j'aime bien dire recto verso. Il y a, il y a d'autres façons de le présenter, mais personnellement, moi, c'est celui qui me parle le plus. Euh, on sort des jeux de rôle pour entrer dans un état d'être. Ça, c'est très important. On est dans un état d'être, on n'est plus dans de la réaction. Et à ce moment-là, on a la possibilité de se donner des permissions et ainsi de retrouver notre puissance et pas notre pouvoir, hein, c'est différent, notre puissance intérieure,
Et bien entendu, ça nous amène à la protection. Et vous voyez sur la droite, l'émoticône de la joie. Ben oui, quand nous pouvons nous donner des permissions, retrouver notre puissance et nous sentir protégés, ben nous retrouvons le choix. Forcément, la permission, c'est de pouvoir faire des choix, d'agir, et nous sommes dans la vie. Donc nous passons de la survie à la vie. Et donc aussi, nous passons plus ou moins 97% de notre temps dans la survie, et environ de 3 à 5% pour les plus chanceux, 5% dans les comportements de vie. Alors, voilà, tout le défi, c'est de passer de cet état victime, persécuteur, sauveur à cet état d'être puissance, permission, protection. Alors vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que l'on me demande toujours en séance, hein, mais oui, mais alors on doit faire quoi pour passer de l'un à l'autre? Et ça, c'est le plus fascinant. Et d'abord, c'est de reconnaître que l'on joue ces jeux relationnels avec nous-mêmes, parce qu'on peut être notre propre victime, notre propre persécuteur, notre propre sauveur. C'est déjà de reconnaître que c'était notre meilleure stratégie jusqu'à ce moment-là. Et puis après, le fait d'accepter que ça nous a aidés pendant toutes ces années. Et le simple fait d'être dans cette acceptation, ça nous permet de basculer et d'aller vers la capacité à nous donner une permission. Et donc, pour moi, la phrase magique, c'est dans cette situation, de quelle permission ai-je besoin pour retrouver le sentiment d'être protégé et de me sentir dans ma puissance. Ça, c'est la phrase. Vous pouvez écrire, vous l'aurez de toute façon en replay et sur le PDF. Mais ça, c'est la phrase que vous pouvez vous poser dans n'importe quelle situation où vous vous sentez coincé dans la colère, la tristesse et ou la peur, puisqu'ils vont tous les trois ensemble et ils sont indissociables. Bien, mais alors, Oriane, dis-nous, mais c'est quoi ces fameux six crimes imaginaires? Ouh, voilà une belle scène de crime. Eh bien, un des tout premiers crimes imaginaires, c'est celui de surpasser les siens. C'est d'être meilleur que nos parents, nos frères et sœurs. C'est par exemple, dans certaines familles, il y en a un qui fait des études universitaires, qui décroche une place extraordinaire, super bien payée. Et puis qu'est-ce qui se produit? Ben, tout doucement, cette personne, cet enfant de la famille entre dans une autre catégorie sociale, entre dans une autre manière d'aborder la vie, le monde, des autres capacités financières, des autres réseaux relationnels. Et là, il s'éloigne progressivement, et donc, en surpassant les siens, d'une certaine façon, il abandonne aussi les siens. Et à un moment donné, il va ressentir une culpabilité à surpasser les siens, et il va saboter ses succès. Ou bien, par exemple, si cette personne, et il y a de nombreux cas comme ça, où son père ou sa mère était en souffrance, alcoolique, dépendant, sans emploi, etc., eh bien, vers 35, 40, 45 ans, l'enfant qui a une vie vraiment brillante, eh bien, va se mettre subitement à boire, ou à tromper son partenaire de vie, sa partenaire de vie, ou faire des imbécilités, des erreurs qui vont saboter ce succès, et le ramener à être de nouveau à la même hauteur que ses parents ou ses frères et sœurs, et ou ses frères et sœurs. Et donc surpasser les siens, c'est un crime imaginaire. Après, il y en a un autre qui est très très difficile aussi, c'est être un fardeau pour sa famille, pour ses parents, pour ses frères et sœurs. Par exemple, quelqu'un qui euh, a beaucoup de problèmes à l'école, qui souffre d'un handicap, qui finalement monopolise l'énergie de ses parents un peu au détriment des frères et sœurs, ou qui amène ses parents à devoir faire des gros sacrifices financiers
ou même dans certains cas, ça arrive, la maman ou le papa doit renoncer à sa vie professionnelle pour être en permanence avec son enfant. Eh bien, ça peut être un grand poids pour l'enfant et il peut se culpabiliser de ça et finalement mettre en place des sabotages parce que, bien entendu, derrière le crime imaginaire, il va y avoir des comportements de sabotage qui vont se mettre en place ou des addictions, ou des angoisses aussi qui peuvent être handicapantes pour la personne. Mais il n'y a pas que les handicaps physiques, hein, ça peut être aussi un enfant qui n'arrive pas à prendre sa place à l'école, qui a du mal à apprendre, qui souffre de dyslexie, de dyscalculie, qui n'arrive pas à s'intégrer. Bon, bien entendu, en constellation, on sait que très souvent, ces enfants sont en résonance avec quelqu'un du système familial, des ancêtres. Mais bon, là, on regarde la situation, là, juste dans ce moment de la vie. Et oui, l'enfant, quand il devient adulte, peut essayer de rééquilibrer aussi le grand livre des comptes. J'ai reçu tellement de mes parents, maintenant il faut que je mette en place un rééquilibrage et que je rende à mes parents ce qu'ils m'ont donné, ou que je rende à mes frères et sœurs. Donc parfois, les enfants arrivent à s'en sortir de leurs problèmes et puis ils se dévouent pour leurs frères et sœurs pour réparer ce déséquilibre. Un autre crime imaginaire, je l'avais abordé là avec Steve, c'est voler l'amour de ses parents au détriment des frères et sœurs. C'est-à-dire quand on est l'enfant préféré, c'est un poids pour l'enfant préféré parce qu'il voit bien qu'il y a une injustice, hein. Toujours ce fameux grand livre des contes, hein, de notre ami qui malheureusement est décédé déjà depuis quelques années, le psychologue Boss Zormeni Nagy, qui a créé la thérapie contextuelle. Franchement, c'est quelque chose que je vous recommande de lire. Mais c'est ce qui se passe. L'enfant qui a reçu l'attention, la préférence de ses parents, eh bien, va tout faire et tout ce qu'il peut pour saboter quelque part sa vie et montrer que ça ne lui a pas plus profité qu'aux autres. Il essaye de rétablir la balance. Regardez mes frères et sœurs, regardez, ma vie n'est pas meilleure parce que j'ai reçu toute l'attention de mes parents et je ne suis pas meilleure que vous. Je suis comme vous, je ne suis pas meilleure. Et c'est pas évident du tout pour les enfants préférés. Donc, bon, maintenant, il y a des affinités entre les parents et les enfants. Mais je crois que quand il y a trop de privilèges ou trop de reconnaissance, il y a aussi un poids, hein, comme dans l'histoire de Steve, là, le jeune chirurgien. Euh, il a il essaye tout le temps de réparer ça et puis il porte une responsabilité vis-à-vis aussi de son frère alcoolique et c'est vraiment un énorme poids pour les enfants préférés. Donc n'oublions pas ça. Alors un autre crime imaginaire, c'est trahir les siens. Trahir les siens, c'est quoi? Eh bien, c'est ne pas, par exemple, dans une famille de communistes, hein, bah, l'enfant devient adulte et lui, il est, on va dire, libéral. Ça peut être aussi, je nais dans une famille de notaires et on s'attend tous à ce que je devienne notaire et non, j'ai décidé de devenir médecin. Ou inversement, dans une famille de médecins depuis trois quatre générations. Et puis, l'enfant devient artiste peintre. Et comment est-ce qu'il va saboter? Eh bien, il va rater quelque part, il va saboter son succès. Et finalement, pour réparer le fait qu'il n'a pas été suffisamment loyal aux attentes
des parents, de la famille, des ancêtres à son égard. Il va leur montrer, vous voyez, j'ai fait un autre chemin, mais vous remarquez, ça ne fonctionne pas, je n'arrive pas à vivre. Et donc, je dépends de toute la famille. Et c'est une façon de nouveau de rééquilibrer la balance de ce qui a été donné, de ce qui a été reçu, et des attentes, et du fait qu'on n'a pas respecté les attentes de nos parents. Ensuite, il y a cette croyance d'être foncièrement mauvais. Ça, c'est parfois un peu compliqué à comprendre, mais c'est un peu ce que ressent Steve là dans son vécu. C'est que il pense que s'il avait été un meilleur enfant, plus obéissant, plus présent, plus... Et donc il avait moins de 11 ans, son père n'aurait pas bu. Donc c'est qu'il doit être foncièrement mauvais si son père s'est mis à boire. Donc il faut savoir que tout ça, c'est des histoires que les enfants se racontent et comme ils n'ont pas de retour, ils se le racontent à eux-mêmes, eh bien ça construit une forme de légende en eux et ils vont mettre en œuvre des choix qui viennent confirmer aussi que, par exemple, ils sont foncièrement mauvais, ou qu'ils ont abandonné leurs parents, ou que ben, ils ont volé l'amour aux frères et sœurs, etc. Le fait de croire qu'on est foncièrement mauvais, c'est aussi une mésestime de soi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, parfois, il y en a qui vont finir par être des délinquants, des bandits ou faire des choses malhonnêtes. Et pour pas s'en empêcher, la drogue aussi qui peut venir se mettre dessus. Et aussi le fait d'avoir été abusé. Ça existe, hein. On entend d'ailleurs de plus en plus parler. Il y aura une masterclass, que je suis en train de travailler là-dessus. Je ne dis pas, c'est un gros morceau. Et je vais faire une masterclass, je ne sais pas encore quand, sur l'inceste et sur les abus avec les enfants. Mais le fait que l'enfant est abusé, il peut se mettre à croire que si on lui a fait ça, c'est que parce qu'il le mérite, parce qu'il est foncièrement mauvais. Et ça, c'est vraiment une blessure terrible, terrible, terrible que l'enfant va porter parfois toute sa vie. Et donc, tout à l'heure, je parlais d'abandonner ses parents. Eh bien, c'est un peu comme Steve, quand il y a une relation amoureuse qui a l'air de se mettre en place, de fonctionner, eh bien, il faut qu'il sabote cette relation amoureuse parce que sinon, il va devoir abandonner sa mère pour qui il est dévoué et il a besoin d'avoir toujours son champ libre pour pouvoir accourir à n'importe quel moment. Alors, s'il est engagé dans une relation amoureuse, bah, qu'est-ce qui va se passer pour notre ami Steve? Bah, il va devoir choisir entre son ami, peut-être sa fiancée ou sa femme, et sa mère. Et il peut pas choisir son ami, sa fiancée ou sa femme. Il ne peut que choisir sa mère. Parce que s'il choisit pas sa mère, il devient bah, déloyal, il devient aussi un mauvais garçon, etc., etc. Donc, tous ces crimes imaginaires se tiennent les uns avec les autres. Et ça peut être des très bonnes pistes de départ, d'accompagnement avec vos clients parce que vous allez détecter les scénarios que les gens se racontent. Et si vous n'arrivez pas à détecter, un truc, c'est d'avoir des cartons et de les retourner, de faire tirer un des cartons sur les 6 crimes, et puis de là, poser des questions de, tiens, s'il tombe par exemple sur abandonner ses parents, tiens, qu'est-ce qui euh, pourrait t'amener à croire que tu abandonnes ton père, ta mère ou tes frères, ou bon quand tu prends soin de toi, que tu vis ta vie, que tu fais tes choix pour toi-même. Et donc, je vais aller plus loin parce que tout ça est en lien avec les lois systémiques. Alors, il y a cette fameuse loi de l'appartenance. Tous les membres d'une famille ont le droit d'y appartenir dès leur conception et nul ne peut être exclu. Et quand elle n'est pas respectée, cette loi, bah, elle va avoir des impacts. Et aussi, on peut menacer en permanence par nos décisions et nos choix
cette loi de l'appartenance et nous mettre en danger d'exclusion. Euh, donc ça, voilà, je crois que c'est assez clair pour vous. Je rappelle aussi la loi de l'ordre ou hiérarchie. Il s'agit de respecter l'ordre chronologique d'arrivée dans le système. Ainsi, les parents viennent avant les enfants et l'aîné avant le cadet. Et cet ordre est tellement important. C'est également ça qui nous permet de dire je suis le petit et toi tu es le grand. Et donc, je peux rendre ta part de responsabilité aussi en tant que parent. Je laisse auprès de toi, on va arriver aux phrases libératrices, mais je laisse auprès de toi euh, la responsabilité de ta vie et je prends la responsabilité de ma vie, par exemple. Donc, la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir, ça, vous avez compris que ces crimes imaginaires sont très, très reliés à ça. C'est cette recherche d'équilibre, hein, le grand livre des contes. Mes parents me doivent de l'attention, de la reconnaissance, de l'appréciation, de l'affection, de la présence, peut-être de l'argent hein, aussi, une part d'héritage, etc. Je reçois parfois des personnes qui sont en colère. J'ai encore eu quelqu'un là dernièrement qui est déshérité par sa belle-mère qui a pris le contrôle de l'argent de son père et il y a une souffrance terrible à ce niveau-là. Alors, on va voir bah, le crime imaginaire, par exemple, surpasser les siens. Quelle loi n'est pas respectée? Quelle loi n'est pas respectée quand on surpasse les siens? Eh bien, c'est la loi de l'ordre. C'est comme si alors, il y a surpasser les siens et surpasser les siens, bien entendu. Mais si je surpasse les siens en jugeant et en critiquant ou en considérant, par exemple, si je suis issue d'une famille de personnes très modestes, je peux prendre comme exemple ma mère qui vient d'une famille où ils avaient fait très très peu d'études. Ma mère elle-même n'a fait que 4 années d'école primaire, et puis elle est venue en France et puis en Belgique. Et puis bon, voilà, elle a des enfants qui ont fait des études soit secondaires, soit universitaires. Et oui, en fait, il n'y a pas eu de problème de surpasser ma propre mère parce que chaque fois, elle a été reconnue dans ce qu'elle avait transmis et qu'il y a différentes choses qui peuvent être transmises. Mais si on se juge meilleur que nos parents, que l'on se considère comme nous, on a réussi et vous, vous n'êtes rien du tout, et ça arrive dans certaines familles, eh bien, à un moment donné, il va y avoir, comme la conscience personnelle, il va y avoir le désir de remettre de l'équilibre là-dedans, et il va y avoir de l'autosabotage. L'autre crime imaginaire, être un fardeau, est en lien avec la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir. J'ai le sentiment, quand je suis en difficulté, de voler l'attention, l'énergie, les moyens financiers, la présence, le temps à mes frères et sœurs ou même à mes propres parents qui n'ont plus de temps pour eux. Euh, et je culpabilise à un moment donné parce que, voilà, je vois que, et peut-être que même les parents sont épuisés et se plaignent de la situation et l'enfant se sent coupable d'être ce fardeau et il va mettre en œuvre des comportements de réparation. Et ça peut être de réparation destructif ou constructif, bien entendu. Ensuite, il y a le fameux volet l'amour de ses frères et sœurs, être l'enfant préféré. C'est aussi la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir. J'ai le sentiment de prendre plus que les autres. Ce n'est pas juste. Ça me grandit,
Et ça peut aussi amener un sentiment de plaisir et de satisfaction quand on est enfant, et puis petit à petit, l'enfant devenant adulte est en train de voir les effets que ça a pu avoir, et puis aussi les frères et sœurs peuvent le lui reprocher. Je voyais comme ça une série télévisée un peu bébête, mais parfois il y a des petits schémas qui sont bien représentés, et là c'était deux frères qui menaient une enquête, et il y a un des frères, enfin, comme je vous disais, ils étaient deux, ben, un des deux frères reproche à l'autre d'avoir toujours été le préféré, d'avoir toujours attiré l'attention. Et effectivement, même dans cette petite histoire-là de policière, il y avait toute une histoire en parallèle avec le besoin de réparer en disant, mais voilà, c'est ta façon de me voir, regarde ma vie, c'est pas, voilà, je me suis séparée, je ne suis pas avec la femme que j'aimais, et tatati et tatata. Donc il y a tout un jeu qui se met en place pour essayer de rééquilibrer le grand livre des contes. Trahir les siens, qui est un autre des crimes imaginaires, c'est en lien avec la loi de l'appartenance. Euh, Quand on appartient au clan, à la famille, eh bien, c'est très important de ne pas trahir les siens. Et pourtant, parfois, en faisant des choix pour soi-même, il y a cette croyance fausse que l'on trahit les siens. Et tout est en lien avec notre attitude. Comment nous faisons le pas vers autre chose que ce que il était attendu de nous dans notre famille. Et puis, être foncièrement mauvais, c'est aussi en lien avec la loi de l'appartenance. Parce que si je suis foncièrement mauvais, c'est que je ne suis pas comme ma famille dont je me sens exclue. Peut-être que je suis en résonance aussi avec quelqu'un de mon système, une fois de plus. Je ne suis pas complètement maître de mes comportements. Mais en tout cas, il y a ce storytelling, cette histoire, cette légende que je raconte à mon sujet qui va m'amener à me comporter d'une manière ou d'une autre dans ma vie. Et généralement, c'est du sabotage dans notre propre vie, sabotage dans notre vie amoureuse, professionnelle, sociale, financière. Et puis, il y a abandonner ses parents. Et c'est à la fois la loi de l'ordre et de l'équilibre entre le donner et recevoir. C'est que tu quitteras ton père et ta mère un moment dans sa vie, c'est normal. Ce n'est pas abandonner ses parents, mais c'est laisser les parents vivre leur vie et prendre la vie qu'ils nous ont transmise, et soi-même en faire quelque chose de chouette pour honorer le cadeau que l'on a reçu de nos parents. Et là, il y a aussi l'équilibre entre donner et recevoir, parce que si je reçois la vie qui m'a été transmise et que je vis ma vie et que je m'investis, par exemple, dans la création d'un couple, d'une famille, eh bien, je n'abandonne pas mes parents. Mais il y a une histoire qui s'est mise en place dès le jeune âge, parce que ce sentiment de culpabilité est très souvent mis en place par nos parents qui nous ont fait croire que nous étions tellement puissants que nous pouvions rendre malheureux ou heureux, satisfaits ou insatisfaits nos parents. Et quand on est enfant, quand on sent qu'on est très puissant, ça nous plaît bien. Et si je parle de moi-même, moi, je voyais bien que j'avais le pouvoir de satisfaire ou de ne pas satisfaire mes parents, et que tout ça avait un énorme effet, et donc, je réalisais que je pouvais les rendre heureux ou malheureux. Bien entendu, comme j'avais envie de les rendre heureux, bien, j'ai reproduit ces comportements, ces stratégies relationnelles dans mes relations de couple et dans les relations avec mes enfants. Heureusement, je me suis soignée dès l'âge de 23 ans, mais il m'a fallu quand même quelques années pour désactiver cette culpabilité, et donc ce désir, comme je le disais tout à l'heure, de toute puissance, où j'avais le sentiment de pouvoir contrôler.
le monde et de rendre ben, les autres heureux ou malheureux. Alors, on arrive aux phrases libératrices. Ah, génial. Alors, que font les phrases libératrices? Ben, elles permettent de relier ce qui a été séparé de manière inappropriée et de séparer ce qui a été relié aussi de manière inappropriée et de rééquilibrer le donner et le recevoir et de remettre dans le bon ordre. Les petits sont les enfants, les grands sont les parents. De réintégrer ce qui a été exclu, de reconnaître ce qui est, aussi, c'est très important, et d'apporter une nouvelle perspective. Donc, ça permet de changer les histoires que l'on se raconte à propos de notre place, de ce que l'on a reçu, pas reçu, de ce que l'on aurait pris indûment et de ce que l'on nous aurait pris à nous aussi indûment, et donc de remettre une nouvelle perspective sur l'histoire que nous racontons. Voilà, changer l'histoire que l'on se raconte, comme je le disais. Voilà, voilà. Alors, grâce à ces phrases libératrices, eh bien, on peut faire comme cette petite demoiselle avec la baguette magique. On peut transformer notre réalité et bien sûr quitter ces fameux crimes imaginaires, arrêter de se raconter toutes ces histoires. Et donc là, on peut par exemple dire je porte avec toi, maman, papa, tes peurs, tes blessures. Le fait de reconnaître, d'accepter, eh bien, ça va créer un soulagement et puis, on peut rendre hein, cette peur, cette colère, cet échec, etc., t'appartiennent. Papa, maman, s'il te plaît, regarde-moi avec bienveillance quand je te rends ta peur, ta colère, ton échec, tes attentes, etc., etc. Donc, c'est les phrases qu'on va proposer lors de la constellation. Je porte avec toi, maman, papa, ton trauma. Et c'est ma façon de t'aimer. Mon destin est le mien et ton destin est le tien. Donc voilà, c'est. Après, ça s'adapte aussi à chaque personne, hein. Donc là, je sors des phrases comme ça un petit peu standard. Je suis un enfant loyal, ça c'est vraiment quelque chose de très très important de reconnaître cette loyauté. C'est ma façon de vous aimer, papa et maman. C'est un peu ce qu'aurait pu dire Steve à sa maman, je te suis un enfant loyal et c'est ma façon de t'aimer, maman, et regarde-moi avec bienveillance quand je vis ma vie, que je m'engage dans une relation amoureuse, par exemple. Bon, ben voilà, on arrive à la fin de cette masterclass, tout doucement, c'est pas encore tout à fait terminé. Je vous rappelle que il y a des autres masterclass. Il y en a une qui sera un mardi 8 avril, donc attention. Mais sinon, la prochaine aura lieu le lundi 17 mars et nous parlerons de tout ce qui est en lien avec l'utérus et mémoire utérine, les jumeaux perdus, les fausses couches, les avortements. Enfin voilà, tout ce qui est en lien avec cette période de la vie. Les ateliers pratiques, bah, le prochain, c'est le 10 mars avec les 6 crimes imaginaires, mais j'en ai un qui est programmé ici le 24 février, donc il y a encore toujours temps de s'inscrire, où nous allons travailler le projet Sens, le projet d'âme aussi. Le titre, c'est très difficile pour moi de trouver des titres qui parlent, mais on constellera autour du projet Sens et du projet d'âme pour se réconcilier avec son destin. Voilà. Bien. Donc, il y a une offre qui est valable jusque demain soir minuit. C'est pour l'atelier pratique. Je tiens à signaler que TVA ou pas TVA, je ne tiens pas compte de ça parce que c'est trop compliqué de faire tous ces comptes. Mais voilà, c'est 150 euros au lieu de 184,50 € Et les 150 euros, eh bien, si vous pouvez décompter votre TVA, eh bien, vous ne la décompterez pas parce que voilà, vous payerez 150 euros et que l'État vous la décomptera si vous avez la possibilité de récupérer la TVA au niveau de la fiscalité. Alors, les ateliers pratiques, c'est une démo plus une mise en pratique. Euh,
voilà, nous trouverons ensemble le projet Sens et nous constellerons autour du projet Sens et du projet d'âme. Voilà, alors il y a un replay de la démo et c'est 23% de réduction, hein, au lieu de 184,50, c'est 150, 34,50 €. C'est la TVA au Portugal, voilà. Donc, bien. Alors, un petit résumé. Donc, la culpabilité, c'est un mix de deux émotions, tristesse et colère. Elle est souvent le résultat de ce que nous ont fait croire nos parents. Elle est associée aux six crimes imaginaires. Ces six crimes imaginaires sont reliés au triangle dramatique, au jeu de pouvoir que nous jouons à notre insu, mais aussi à toutes les injonctions, interdits, etc., euh, que nous avons entendus. Les crimes imaginaires sont aussi le résultat du non-respect des trois lois systémiques. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons nous en libérer grâce aux constellations et aux phrases libératrices. Voilà, en reprenant sa place au sein de sa famille, en rendant leur part de responsabilité à nos parents, en acceptant la vie au prix que cela leur a coûté, nous nous libérons du poids de la dette transgénérationnelle et des symptômes comme les addictions et autres phobies comme l'anxiété, le besoin de contrôle. Voilà, merci à vous. J'ai l'impression que j'ai mis plus de temps que d'habitude.